Bonjour et bienvenue sur la chaîne Game Dev Coder. Je reprends tout simplement la chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce que YouTube a supprimé la chaîne précédente. Alors je ne sais pas trop pourquoi, j'ai pas très bien compris. J'ai essayé de demander, ils m'ont simplement expliqué que je n'avais pas respecté tout simplement je dirais les règles d'utilisation, mais bon, voilà, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est pas très grave, je vais reprendre et ça permettra donc du coup de refaire, je dirais, un certain nombre de vidéos qui n'étaient pas top top, et puis que on va restructurer ça de façon pour que ça soit un peu plus clair. Alors donc, du coup, nous allons donc travailler sur le processeur Z80, sur Spectrum et sur Amstrad CPC. Donc on va commencer par l'Amstrad CPC puisque c'était sur quoi nous travaillons juste avant que la chaîne soit clôturée. Alors du coup on va reprendre, donc on va créer un dossier. Donc moi j'ai créé un dossier 8 bits, donc je vous invite à créer un dossier dans lequel vous allez mettre un dossier assembleur, un dossier éditeur, un dossier émulateur, un dossier outils et un dossier Z80. D'accord? Voilà. Alors, je vais reprendre un peu les choses. Alors, donc, en termes je dirais, de programme, nous allons. Alors, attendez, voilà, ici. Dans l'assembleur, on va récupérer RASM, que vous retrouvez sur le site de Roudoudou. Alors, je vais vous montrer où. Hop, Roudoudou. Alors, bon, je vais fermer ça ici. Alors, sur RASM ici, vous allez là, ici, sur jtop slash Edouard Berger slash RASM slash release. Là, vous récupérez la dernière release, qui est la version, je sais plus combien. Je vais vous dire ça. Donc dans assembleur, hop. Alors vous créez un dossier RASM. Voilà, donc c'est la version 2.3.9. Voilà, alors il me l'ouvre pas. Voilà, vous voyez, vous allez dans les releases, et puis vous récupérez la dernière version. Là, c'est la version Mekon. Bon, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé 2025. Donc ça sera notre programme pour pouvoir assembler tout simplement nos sources, tout simplement. Il nous faut un éditeur, donc dans le cadre de. Alors moi j'ai fait quelque chose de très simple. Donc j'ai créé un fichier éditeur, voilà. Puis moi j'ai récupéré Notepad de portable. Il vous suffit de taper dans le navigateur Notepad de portable. Donc j'ai la version 4 de 25, voilà, qui me fera parfaitement l'affaire. Donc c'est un fichier zip, c'est du portable. Je vous dis, tout est portable. Donc vous le décompressez, puis voilà, vous avez ensuite l'exécutable qui est ici. Voilà, donc ça sera l'éditeur pour pouvoir taper notre source, tout simplement.
Alors ensuite, il nous faut un émulateur. Bah là, c'est pareil, hein, l'émulateur. Bon, moi j'ai pris Caprice Forever dans sa version 25.5. Donc là, c'est pareil, hein, vous tapez Caprice Forever, vous retrouvez, hein. Alors, émulateur ici. Moi, j'ai été sur CPC Power. Hein, dans CPC Power, vous tapez, hein, dans le navigateur, hein, tout simplement, et vous avez la liste des émulateurs. Voilà. Puis j'ai pris la dernière version, en version 64K, hein, ici, de Caprice Forever, hein, d'accord? On aurait pu prendre le SDL pour Edouard Berger ou le CPC-EC, bon, qu'importe, hein. Bon, pour l'instant, j'ai pris Caprice Forever pour l'instant, ça nous suffira. Et au besoin, si on a besoin de choses supplémentaires, on viendra récupérer tout ça. Ensuite, en termes d'outils, hop. Alors on a donc un éditeur pour taper nos sources, on a Rasm pour pouvoir compiler ou je dirais interpréter le code source que va taper en assembleur. Et dans les outils, pour l'instant, j'ai conservé juste un seul outil qui est HXD, qui est un programme qui permet de pouvoir lire, hein, le code hexadécimal d'un fichier qui soit exécutable ou binaire ou hex, qu'importe, hein. Donc on aura la retranscription en hexadécimal du code compilé par exemple. Bon. Voilà, là, puis j'ai ici dans Z80, j'ai créé deux répertoires, un répertoire pour le CPC et le ZX Spectrum, puisqu'on va essayer de voir pour travailler également sur le ZX Spectrum. Dans CPC, pour l'instant, on a quelques petites sources. Alors ici, je vais décaler ça pour que on puisse voir. Alors, on va commencer un peu simple, hein, c'est-à-dire on va créer une source, d'accord, que je vais vous expliquer, hein. Voilà, donc j'ai lancé déjà mon Notepad 2, hein. Voilà. Alors tout est configurable, hein, dans Notepad 2. Donc moi je l'ai configuré comme ça, hein. Donc pour pouvoir le faire, bah, vous allez dans View et dans Custom Shell, puis ensuite vous choisissez ASM Script, puis vous reconfigurez, hein, tous les éléments, hein, comme ici les commentaires ils sont en vert, bah, vous voyez qu'ils sont en vert. Les chaînes sont, les nombres sont en rouge. Vous voyez que les nombres sont en rouge. Bon, voilà, en fait, vous configurez un peu votre, euh, je dirais, la color syntaxtique. D'accord? Alors, on va commencer bêtement, hein, tout simplement, à créer ce petit programme pour que je puisse vous expliquer un peu les différentes choses que nous avons ici. D'accord? Alors, donc, on a une instruction qui est une instruction org, dièse 100. Alors, il faut comprendre que le dièse, c'est en RASM une valeur hexadécimale. C'est-à-dire que là, je ne rentre pas la valeur 100 en décimale, mais je rentre la valeur 100 en hexadécimale, ce qui fait en valeur décimale 256. D'accord, donc là c'est 10 en décimale, donc 10 en décimale, c'est pas 10 en hexadécimale, c'est pas 10 en
enfin 10 en hexadécimal n'est pas 10 en valeur hexadécimale, hein. D'accord? Bon, ça on verra plus tard la conversion hexadécimale en décimale. Pour l'instant, on veut voir ici, c'est un peu ce code. Que fait ce code? Donc org ici va dire je commence le code à l'origine de ma mémoire à l'adresse hexadécimale 100. D'accord? Donc il va venir charger à l'adresse 100 dans ma RAM ce code. L'instruction LD charger dans A la valeur hexadécimale 10. LDB charger, LD ça veut dire charger, dans le registre B la valeur hexadécimale 20. ADDB qu'il faut comprendre comme ADD A, B, ça veut dire tu vas additionner la valeur que j'ai dans B avec celle que j'ai dans A et tu me mets le résultat dans A. Donc dans A, après l'instruction ADDB, on aura la valeur 20 et 10, 30. Et ici, on a une instruction un peu particulière, puisqu'on va dire tu charges à l'adresse hexadécimale 110 la valeur qui se trouve dans le registre A. Donc en RAM à l'adresse JES 110, tu vas me mettre donc la valeur de A. Donc ici on a additionné donc 20 et 10, donc 30 qu'on a mis dans A. Donc on va mettre 30 à l'adresse 110. Et on a ici une instruction RET qui veut dire tu retournes à l'appelant. Hein, donc on va exécuter le programme. On va commencer à l'adresse 100. Donc avant, il y avait le basique. Hein, le basique, quand vous laissez l'émulateur, vous lancez votre Amstrad, il charge le basique locomotive. Et ensuite, vous venez appeler un programme. Donc ici, il va retourner au basique. Donc là, ici, c'est un point de sortie avec retour. Ici, retour au basique. Bon, donc on a ce petit programme qui va donc ça c'est le programme source. Alors on appelle ça le langage assembleur, d'accord? L'ordinateur lui ne connaît pas ça. Donc on doit utiliser un compilateur, et à l'occurrence on va utiliser RASM, pour pouvoir rendre ce code compréhensible pour un Amstrad CPC. Et pour cela, on va utiliser RASM. Alors, pour utiliser RASM, vous voyez ici, je vais donc créer un fichier dit batch. Alors, un fichier batch, c'est un fichier de commande qui va s'exécuter tout simplement avec les instructions qui sont dans ce fichier. En l'occurrence, je vais chercher mon fichier RASM underscore 64 bits ici. Hein. Je vais lui passer un paramètre "-eo". Je vais lui passer le fichier que je souhaite compiler. Donc ici, main.asm. Alors, si vous souhaitez ici savoir à quoi ça correspond
comment je vais dire ça, les paramètres. Vous avez dans RASM, ici, sur le site de ras.wikidoo.com, vous avez la documentation du compilateur RASM. Et en l'occurrence, ici, vous voyez qu'on passe un paramètre qui est "-eo". Donc pour savoir ce que fait le "-eo", eh ben, dans la documentation, ici, hop, oui, allez, ouvre-toi. Voilà. Vous avez les options de ligne de commande. Donc quand vous allez dans les options de ligne de commande, vous recherchez le "-eo". Alors je vous laisserai un peu regarder, hein. Alors, il est ici. Le "-eo", il va écraser les fichiers présents sur la disquette en modification s'ils ont le même nom que les fichiers à écrire. D'accord? Donc si le fichier qu'on souhaite écrire a le même nom sur la disquette, il vient tout simplement l'écraser, hein, le modifier. Voilà ce que fait l'instruction "-eo". Alors, pour créer un fichier batch, ben, c'est pas compliqué, hein, c'est un fichier texte que vous renommez en .bat. D'accord? Donc je ne pense pas qu'il doit y avoir de difficultés là-dessus. Si vous rencontrez des difficultés pour créer un fichier batch sur Windows, vous allez sur Google et vous tapez créer un fichier batch, hein. Puis je pense que vous allez avoir des centaines de tutos là-dessus, hein. D'accord? Alors maintenant on va compiler, hein. Donc ça ici et ça ici. Alors parce que moi j'avais déjà compilé, donc je vais supprimer, hein, puisque ça c'est hop, voilà, hein. Donc on a créé notre fichier main.asm, on a créé le fichier rasm.bat et on l'exécute. Alors, on l'exécute et on voit ici qu'il va nous créer un fichier rasoutput.bin de 9 octets ou de 9 bytes qui se trouve ici. Alors le souci c'est qu'on a donc compilé en Z80, mais ce fichier-là c'est un fichier binaire. C'est-à-dire que dedans, on n'a que des octets ou de l'hexadécimal qui représentent le code Z80. Alors, on va aller voir justement dedans ce qu'il y a, hein, pour comprendre le langage dit machine. Et pour cela, on va aller dans les outils et on va exécuter notre petit programme HXD64 pour voir le contenu d'un fichier binaire. Alors, on va l'exécuter s'il veut bien. Alors, on va retourner bien évidemment à notre fichier source.
Voilà. Et on va venir tout simplement insérer notre race output.bin, c'est-à-dire notre compilation. Donc le code que nous avions ici dans Notepad 2, voilà, a été retranscrit en sa représentation assembleur ici. Alors on voit qu'ici on est à l'adresse 0, donc on voit que ici le org, le diège 100, lui n'a pas tenu compte pour l'instant, puisque c'est il commence à 0, il commence pas à 100, il commence à l'adresse 0 du fichier. Donc on comprend que LDA,10, ben, le LDA ça serait le 3E, le 10 en hexadécimal il est là. On comprend que le LDB, ben, ça serait le 0,6, dièse 20, donc le 20 il est là. On comprend que le ADDB ça serait le 80 et que le LDA dièse 110, ben, ça serait le 21, le 32 21 01. 32 32 30, oui, 32 10 01. Hein, donc on voit que c'est inversé ici, hein. Une adresse, il inverse les bits, donc on a 1 0 0 1. On a 1 0 0 1. Donc on voit qu'une adresse 16 bits, quand on parle d'adresse, quand on vient gérer l'adresse, on voit qu'on est sur une notation ingent, big ingent. Donc on inverse tout simplement le poids haut et le poids faible. Donc ça, il faut retenir, hein. Donc quand on va travailler sur des adresses, hein, puisque là ici on voit qu'on met entre parenthèses, donc on vient pointer à l'adresse 110 pour mettre la valeur A. Donc on va mettre la valeur à l'emplacement de l'adresse 110. Que là on passe une valeur, hein, on met la valeur hexadécimale 10 dans A. On ne met pas ce qui est pointé à l'adresse 10. Hein. Donc retenez bien la notion entre parenthèses pour dire qu'on vient enregistrer à l'emplacement de l'adresse 110 la valeur de A. Et le C9 ici correspond à retourne. Donc si on veut faire de l'inverse engineering, d'accord, alors je vous montre, hein. Vous pouvez du coup ici aller sur des sites tels que celui-ci, table, d'accord, et vous retrouvez ici une table de toutes les instructions machine du Z80. Donc si je veux maintenant moi comprendre ce que c'est 3E, ben, je vais chercher 3 et je vais jusque E. Donc là j'ai la colonne, ici la ligne 3, je vais chercher la colonne E, voilà, donc 3, 3, 3 ici, 3E, c'est LDA, N. Et le N, vous voyez, c'est la valeur, c'est une valeur décimale ou hexadécimale, hein, qu'importe, hein. Donc si j'ai un 3E dans mon code ici, je sais que ça c'est LDA virgule et le chiffre qui est à côté, 10. Là j'ai du 0,6. Voilà, 0,6, donc la ligne 0, colonne 6, c'est LD B,N. Donc LDB, c'est le 0,6,
et le chiffre 20. Là, ici, j'ai 80. Donc 80, si je vais chercher la ligne 8, voilà, 80 ici, 80 ici, donc 8, 0, c'est ADD A, virgule B. On vient ajouter A, le registre B, AA. Et ensuite, si je regarde le 32, c'est LD. Alors, j'ai un 32, 32, 10. Donc 32, c'est LD. Alors 32, 32, 30. Voilà. 32, vous voyez ici, c'est le LD slash une valeur d'adresse, virgule A. Donc c'est bien 32 à l'adresse. Donc je vais mettre ce qu'il y a dans A à l'adresse 0,1,10. Et le C9, bon bah vous avez compris, hein, je pense, hein. Et le C9 ici, voilà, vous voyez, le code C9, c'est le retourne. Puis vous avez aussi un certain nombre d'informations. Comme là, on vous dit que le C9, c'est un seul octet et il fait 10 cycles. Alors ça aussi, c'est important de, de le connaître, hein, de savoir combien d'octets ça prend et combien de cycles d'horloge du processeur prend l'instruction. Hein, puisque là, 10 cycles, ben, comme le processeur, un Amstrad, c'est du 4 MHz, 4 micros, 4 micros, 4 micros, non 4 MHz. Hein, 4 MHz, ça veut dire qu'on divise 10 par 4, donc à peu près 2, des brouettes microsecondes. D'accord? C'est-à-dire que cette instruction va se lancer en 2,5 microsecondes. Et ainsi, on va pouvoir calculer le temps d'exécution, par exemple, d'une fonction ou d'un bout de code de notre programme. Bon, je vais fermer l'éditeur. Avant, il y a des gens qui travaillaient comme ça, hein. Ils travaillaient avec ces tables-là, ils mettaient un C8 parce qu'il fallait faire un retour 0, un retour, ils mettaient un C9, et puis ils travaillaient que avec du code hexadécimal, hein, du code assembleur, hein. Bon, revenons ici. Donc on a vu ici un code en langage d'assembleur qu'on a ensuite en compilé en assembleur pour la machine. Et maintenant, on veut pouvoir créer une disquette. Et où? Puisque si on est sur un Amstrad 464, une cassette. Donc soit créer une cassette ou soit créer une disquette. Eh ben, pour cela, on va utiliser les directives du compilateur ASM qui nous permet de faire ces choses. Alors pour cela, on va créer un autre fichier, hein, que j'ai appelé MAES, enfin main01.asm. Alors vous voyez qu'on retrouve hein, les mêmes instructions ici, hein. On a le même programme, d'accord, mais on a des directives en plus. Alors, je vais vous expliquer les directives en plus. Donc là, on va créer
des variables ou des constantes qui vont nous servir à créer, selon que release.dsk est égal à 1 ou pas, une disquette, ou selon que release underscore tab est à 1 ou pas, un fichier CDT, qui est donc une cassette. D'accord? Donc, comment on fait? Ben, on met save, on met le nom du fichier binaire qu'on souhaite créer. En l'occurrence, moi j'ai appelé first.bin. Il commence donc à l'adresse 100, puisqu'on lui a donné ici l'adresse 100, et il fait une longueur. Alors, le dollar représente l'adresse mémoire de là où il est. Donc on voit que ici on est en dessous du retourne, donc ça sera l'adresse en dessous du retourne. Hein. Donc en l'occurrence ici, vous voyez, il y a 9 octets. Hein. On a noté les octets de chacun des instructions. Donc 2 octets pour LD1,10, 2 octets pour B,20. On l'a vu, hein, 3210, 0620, 1 octet, donc 80 pour faire l'addition, et 3 octets, le 32, le 321001, pour faire le LD, entre parenthèses, l'adresse 110 et mettre A dedans. Et le retourne, ben, on a vu, il faisait 1 octet. Hein. Donc la longueur de notre programme fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 octets. Donc comme on commence à l'adresse 100, donc arrivé ici, on est à l'adresse 109. Et donc 109 moins 100, ce qui nous fait bien 9 bytes ou 9 octets. Donc on va bien enregistrer dans le fichier first.bin les 9 octets de compilation. Et ici on lui crée, donc on va lui dire, on crée une disquette qui va s'appeler first.dsk, dans lequel on va mettre le fichier first.bin. Donc on aura un fichier first.dsk dans lequel on aura le fichier binaire first.bin. Pareil pour la cassette. À l'exception qu'on met type, hein, pour cassette, et on met first.cdt, puisque sur Amstrad CPC, la cassette sur l'émulateur s'appelle, le fichier se ouvre en CDT. D'accord? Il existe des outils pour lire le fichier CDT et le convertir en fichier audio MP3 pour ensuite enregistrer le fichier MP3 sur une cassette à bande, hein, tout simplement, pour le mettre dans votre Amstrad 464. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ici? Que ça ici? Eh bien ça, on l'a dans... Je vais vous l'expliquer. Hein. Là, ça veut dire que l'instruction LDA,10 fait 7 cycles d'horloge, soit 1,75 microsecondes. C'est-à-dire que cette instruction-ci sera exécutée en 1,75 microsecondes. Celle-ci sera également exécutée à 1,75 microsecondes. Celle-ci sera exécutée à 1 microseconde. Celle-ci à 3,25 microsecondes. Le retour dans 2,50 microsecondes. Soit notre programme sera exécuté en 10,25 microsecondes. Hein. Et en prenant ici tous les cycles,
qu'on divise par 4 parce que le processeur c'est du 4 MHz. Donc comme on a 41 cycles divisé par 4, et bien ça nous fait bien nos 10,25 microsecondes. Donc on est capable ainsi de mesurer le temps que prend l'exécution de notre programme. Vous avez vu tout à l'heure que on avait mis org E100 ici, et là on a une nouvelle instruction qui est run dièse 100. C'est-à-dire on charge en mémoire à l'adresse 100 notre programme et on vient l'exécuter à l'adresse 100. D'accord? Alors au niveau du coup de notre fichier pour le compiler, hein, donc celui-là je supprime. Voilà, dans notre, voilà, dans notre RASM 01, vous voyez que on n'a rien changé. On n'a absolument rien changé puisque tout est mis dans le fichier main01.asm. C'est dans main01.asm que nous avons renseigné tout ce qu'il fallait pour créer la disquette et la cassette. Disquette et cassette. D'accord? Donc on va exécuter. Et vous voyez ici qui nous dit qu'il a créé une cassette avec un blanc qui commence à l'adresse 100, qui va s'exécuter à l'adresse 100. Et on a créé donc un fichier first.dsk qui est une disquette. D'accord? Bon, que nous avons ici. Donc maintenant on a notre émulateur. Alors vous lancez hein, votre émulateur, moi je l'ai ici. Donc je le lance. J'attends qu'il se lance. Toujours assez compliqué pour le lancer dans le sens où la machine n'a pas beaucoup de mémoire. Alors, hop, là, il a lancé deux instances, j'en supprime une, deux. Ah bah oui, bah, j'ai lancé plusieurs instances. Voilà. Et donc, alors vous voyez que je suis sur la dernière version de Caprice Forever, hein, la 25,5, et je vais donc charger dedans, hein, tout simplement. Alors, on va mettre ma disquette. On va mettre la disquette. Et on va voir ce qui se passe. Hop, dans le lecteur A. D'accord. Donc vous voyez que là, ici, il nous a affiché le fait que la disquette était chargée. Pour lire la disquette, on fait un CAT pour demander le catalogue.
Et on voit qu'on a bien notre fichier first.bin hein, qui a été donc créé. Alors pour le lancer, on va faire un rune. Alors le PC est ralenti, mais on va y arriver quand même. Rune first. Alors on voit que le programme se charge, se lance et revient au basique. Ce qui est normal, puisque c'est ce que nous avons demandé au programme de faire, hein. C'est-à-dire le programme se lance à l'instruction 100, c'est-à-dire ici. Il charge dans A 10, il charge dans B 20, il additionne le 20 avec le 10 et il met tout dans le registre A. Il va mettre ça à la mémoire 110 et il quitte. Et il revient au retour au basique, donc il revient au basique. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Alors nous, on veut quand même voir comment s'exécute notre programme. Comment s'exécute notre programme ligne par ligne. Alors pour cela, dans notre émulateur, on va lui dire, alors quand vous allez ici émulateur, vous cliquez sur Show Expert Menu pour avoir l'Extra ici, hein, et dans l'Extra, vous allez charger le Z80 CPU. D'accord? On va mettre un point d'arrêt, un breakpoint, et on va lui dire quand le programme, hein, le PC ici, c'est le registre d'instruction de ligne de programme. Donc, quand le programme arrive à l'adresse mémoire donc 100, alors attention ici, le dièse ça veut dire hexadécimal. Si je retire le dièse, on a la version décimale. Donc je lui dis tu me mets un point d'arrêt à l'adresse 100. D'accord? Et donc là ici, si je relance mon rune first, vous voyez que là le programme s'est arrêté. Et il s'est arrêté où? Alors, ici en rouge à l'adresse 100. Donc on est bien sur l'adresse 100 sur mon LDA dièse 10, c'est-à-dire sur la première instruction de mon programme ici. Vous voyez, qui fait 2 octets. On voit que ici il fait bien 2 octets, 3E10. LDB dièse 20 il fait bien 2 octets. ADD A,B fait bien 1 octet. Et l'instruction d'enregistrer à l'adresse 110 fait bien 3 octets. Le retourne fait bien 1 octet. On a bien donc nos 9 octets. D'accord? Alors, on peut aussi mesurer le temps ici avec ce petit calculateur. Donc, on met star pour dire de remettre à 0. Hein, on a des microsecondes et on a des enfin, ms, microsecondes ou microsecondes, hein, ça revient exactement au même. Hein. Et donc, on peut calculer. Euh, donc ici, si je fais l'instruction ici, je vais dire allez, à l'instruction suivante, on voit qu'il y a eu, c'est écoulé 2 microsecondes. Alors 2 microsecondes, nous on a mis 1,75 parce que on a le forever qui a arrondi, tout simplement. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comment je suis arrivé
à savoir que ça faisait 1,75. Alors ça, pour le savoir exactement, il faut aller dans la Bible du Z80 que j'ai ici, hein. Vous allez sur le zilog.com, hein, et vous avez la Bible du processeur Z80 qui vous explique tout ça. Alors bon, je vous laisserai, hein, le lire, hein. De toute façon, on y reviendra un petit peu à la fin. Donc c'est un peu plus bas. Quand je dis un peu, c'est même beaucoup plus bas. C'est 80, je crois. Instructions. Ah oui, vous avez toutes les instructions ici. 82, 81. Ici, voilà, Z80. Et descriptif des instructions. Vous voyez, on vous l'explique ici, hein. Description des instructions. On vous dit ici, vous voyez, cet exemple indique que l'instruction consiste en deux cycles de machine. Le premier cycle contient quatre temps d'horloge, période, hein, d'horloge. Le second cycle contient trois périodes d'horloge. Pour un total de 7 périodes d'horloge, cette instruction s'exécute en 1,75 microsecondes. Et donc si on va voir, nous, notre instruction LD, voilà ici, quand on fait LDA, LDA, là, je suis en train de regarder. D'un registre, hein, quand on fait LD d'un registre, qu'importe le registre, R c'est le registre, et on met une valeur, nous on a mis 10, hein, dans le registre A, et on a mis 20 dans le registre B. Donc si je vais ici sur LD, on vous explique en gros ce que fait le code, hein, c'est-à-dire l'instruction. Vous voyez, on a deux cycles, on a donc 7 temps d'horloge, 4 pour le premier cycle et 3 pour le second cycle, c'est fait qui fait 7. Et donc 7 divisé par 4, ben, ça fait 1,75 microsecondes. Donc l'instruction LDA que nous avons ici, là, LDA,10 fait 1,75 secondes. LDB,20 fait 1,75 secondes. Puis si vous allez chercher après l'addition de B de A de B dans le registre A, ou alors on aurait pu noter A,B, hein, c'est pareil. Et bien c'est un octet, fait 4 cycles, donc ça fait 1 microseconde, etc., etc. Et ainsi de suite. Donc quand on prend ici le nombre de cycles, hein, de chaque... voilà, donc là il y en a 7. Alors je pense qu'on l'a également dans le tableau, hein, des opérateurs, hein. Donc c'est-à-dire qu'on prendra le nombre de cycles, hein. Alors ici, si je vais sur LDB,N, ici, vous voyez, on a 7 cycles, 2 octets. Donc 7 divisé par 4, ben, ça fera autant de microsecondes. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut facilement, je dirais, enfin facilement, qu'on peut calculer euh, le nombre d'octets, hein, enfin le nombre d'octets, le nombre de cycles et le temps d'exécution. Donc moi je sais que mon programme qui est ici, hein, qui est très court, qui a peu d'instructions, de octets, va s'exécuter en 10,25 microsecondes. Donc c'est très rapide, hein. D'accord? Alors voyons voir ce que fait notre programme. Hein, donc là j'ai exécuté, il a chargé
Donc, il a mis la valeur 10 dans le registre 1, ce que j'ai bien ici. Le registre 1 qui est ici, valeur 10. Je veux mettre dans le registre B 20. Ouais, donc il me dit que cette instruction fait 2 microsecondes parce qu'il a arrondi, mais c'est 1,75 exactement. D'accord? Donc il a bien mis 10 dans A, 20 dans B. Je vais faire mon addition. Donc là, ici, l'addition, il m'a pris une microseconde. C'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Donc en tout, là, il m'a mis 5 microsecondes. D'accord? Attention, parce qu'il arrondit. Donc du coup, il a pris 20, il l'a additionné à A. Donc on a bien dans A 30. Et je vais le mettre à l'adresse 110. D'accord? Bon, je vais l'exécuter, on ira à l'adresse 110. Donc on va prendre la valeur qu'il y a dans A et on va le mettre dans A l'adresse 110. Hein, step. Celui-ci fait 4 microsecondes, mais en fait c'est 3 virgules et des boîtes, hein, on l'a vu, hein. D'accord? Et là maintenant il faut que j'aille à l'adresse 110. Donc pour aller à l'adresse 110, bah, je vais cliquer ici, je vais taper 0,110. Je dis va à l'adresse 110. Et vous voyez qu'à l'adresse 0,110, j'ai bien ma valeur 30. Et ensuite, on va exécuter ici, puisque lui est arrivé à l'adresse 108, hein. On va faire notre retour. Et notre retour, c'est un retour au basique, c'est-à-dire on quitte, hein, tout simplement notre programme. Voilà. Et donc on a fini notre programme, hein. D'accord? Donc là ici, si je fais ça, ben, il revient au langage basique, hein, à l'interpréteur, à la page d'accueil je dirais, programme. Voilà. Donc pour résumer un peu ce que nous avons vu aujourd'hui, hein, donc on a vu la création tout simplement d'un dossier de travail, hein, qui est... Alors je vais fermer ça. Alors qui est ce dossier de travail ici? Voilà, là, 8 bits, d'accord. Dans lequel on a créé donc un dossier assembleur avec un S, un dossier éditeur avec un S, un dossier émulateur avec un S, un dossier outil avec un S et un dossier Z80. Dans assembleur, on a vu comment récupérer RASM. Tout est portable, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation, hein. Vous prenez les zips, vous les décompressez, hein, tout simplement. On a un éditeur, moi j'utilise Notepad 2, très simple, hein, il est très léger, il n'y a pas besoin de plus pour l'instant. Vous le décompressez. On a besoin d'un émulateur. Je vais récupérer Forever en version portable. Un fichier zip, on décompresse. Et dans les outils, ben, j'ai juste utilisé le HDX, ouais, c'est HXD, qui est également portable, hein, tout simplement. Ce qui veut dire, quand je dis portable, ça veut dire que tout ça, je peux le mettre sur une disquette. Et depuis ma disquette, aller sur n'importe quel ordinateur et continuer ma programmation. J'ai tous les outils qui seront fonctionnels. Que ce soit l'émulateur, l'éditeur, l'assembleur, les outils, le Z80, mon fichier Z80 avec mes sources. D'accord? Nous avons également vu aujourd'hui un petit, le premier, je dirais, programme source, hein, qui était le main ici, qui est un fichier très basique, hein. On a vu l'instruction org
qui dit ben, d'implanter ou d'insérer le programme à l'adresse de mémoire 100, d'accord? Donc 256 à décimale, 100 en hexadécimal. Le dièse, c'est hexadécimal. On a vu l'instruction LD qui permet de charger dans un registre une valeur. Donc LD A,10, on va donc mettre la valeur 10 dans le registre A, valeur 10 en hexadécimal. Pareil avec LDB, on met la valeur 20 dans le registre B. On a vu l'instruction ADDB, qui est en fait ADD A,B. Je rappelle que le registre A était le registre d'accumulateur. Quasiment tous les calculs vont se faire avec le registre A. Donc on n'a pas d'obligation à insérer à ADD le A,B pour lui dire d'additionner le B avec le A. Par défaut, il le fait automatiquement. On a vu également qu'on pouvait charger une valeur d'un registre à un emplacement mémoire. Pour cela, ben, il faut mettre entre crochets, parenthèse, l'adresse mémoire. Et on a vu l'instruction retourne qui dit ben, je retourne à la plan, hein, c'est-à-dire retour au basique, je quitte le programme. À partir de là, ben, on a compilé le programme pour pouvoir avoir sa version en code machine, et non plus en langage machine, mais en code machine. On a vu que LDA,10, ça c'était 32,10, LDB,20 c'est 0,6, 20, ADDB c'est 80, LD, entre parenthèses, et 110,1, eh ben, on a vu que c'était donc 32, mais qu'il fallait ici inverser, donc 10, 0,1. Donc, au niveau de la façon que donc compilateur va encoder une adresse mémoire en 16 bits, il inverse le poids fort et le point faible, hein, ce qu'on appelle le Little Indian. C'est une souscription, comment on appelle ça? Un encodage Little Indian, d'accord? Donc on inverse le point faible, le poids fort et le poids faible de l'adresse. On a vu le retour hein, qui se code en une valeur C9 en hexadécimal qui lui fait le retour donc je dirais à la machine à plante, hein, c'est-à-dire retour au basique dans notre cas ici. On a vu comment créer donc un fichier batch très simplement pour pouvoir compiler avec RASM version 2.3.9 le code, le langage, enfin le code machine, le code en langage machine que nous avons créé dans le fichier main.sm. Celui-ci, une fois lancé, va nous créer un fichier binaire, hein, ras output.bin, qui est en fait la retranscription en code machine du langage assembleur Z80. On a vu qu'on pouvait voir le programme en code machine, qu'on pouvait d'ailleurs faire de l'inverse engineering, hein, en récupérant tout simplement les codes hexadécimales. On pouvait assez simplement ici reconstituer le programme en langage machine. D'accord? On a ensuite vu dans le fichier main ici, ASM, comment on pouvait créer tout simplement ben, une disquette, pouvoir lancer sur notre machine et créer une cassette. D'accord? Donc on est d'accord qu'ici je crée les deux, hein, je crée une disquette et une cassette. Je pourrais mettre un 0 ici pour dire je ne crée pas de disquette mais uniquement une cassette et inversement. Donc on a vu la nouvelle ici, c'est pas une instruction langage machine, hein, ça c'est une directive du compilateur ASM qui va lancer hein, tout simplement le programme à l'emplacement 100.
on pourrait très bien implanter le langage à l'adresse 100 et dire bah, je vais commencer à l'adresse 102. Donc si je commençais à l'adresse 102, je commencerai ici à LDB, JVaz, puisque je suis ici donc à 100 et je dis bah, je vais à 102. Donc 102, c'est 2 octets plus loin, donc je vais ici, donc 100, 101, 102, donc je vais à LDB,20. D'accord? On a vu également comment récupérer le nombre de cycles et que on pouvait facilement calculer le temps d'exécution hein, en, en divisant par 4 le nombre de cycles hein, pour avoir les 10,25 microsecondes qui correspond à l'exécution de notre programme. On a vu également qu'on pouvait récupérer au site zilog.fr le temps d'exécution d'une instruction hein, et que bon bah, c'est plus simple de calculer le nombre de cycles pour pouvoir ensuite faire juste une division et on connaît le temps d'exécution. Donc là, on sait que notre programme a 9 octets, 41 cycles et qui va s'exécuter en 10,25 microsecondes. Alors, on a vu également en termes de directive RASM le if, and if. Donc si release.disque, si on a release.disque qui est égal à 1, on va faire une sauvegarde du fichier binaire qui va commencer à l'adresse 100, qui va donc inclure 109 octets. Alors j'aurais pu mettre directement ici dièse 109, hein, mais il est plus, enfin 9, dièse 9, hein, tout simplement, parce qu'il fait que 9, hein, puisque ici le dollar va remplacer la fin d'instruction. Hein. Donc ici on est à 109 moins dièse 100, ça veut dire 9. Je mets disque entre accolade ou entre cotes, hein, tout simplement le nom de la disquette. Il va venir me créer la disquette. Il va venir me créer le fichier first bin, compiler les 9 octets dedans et me le mettre dans la disquette. Pareil pour la cassette. Pareil pour la cassette. Ici, pareil pour la cassette. Bon, mettons que ce que nous n'avons pas fait, ce que on aurait dû faire, c'est ouvrir la cassette. Hein. Allez, on va essayer. Je ne l'ai pas fait ça. Donc là, vous savez créer du code en langage, enfin, vous savez créer donc un programme en langage machine, vous savez le retranscrire avec RAS en code machine, vous savez créer une disquette et vous savez créer une cassette. Voilà. Et vous savez comment exécuter la cassette. Ah oui, je vous ai pas expliqué également. Ici, bien évidemment, vous pouvez choisir le CPC que vous avez. Hein. Vous pouvez choisir un 464, un 6128, un 664 ou un 6128. Donc moi j'ai mis 6128 pour 128 kg, mais vous choisissez bien évidemment celui que vous souhaitez. Donc pour ouvrir une cassette, alors bon moi je vais pas m'amuser avec ça, donc on va faire lui, on va le mettre dedans. Tape, vous voyez first.cdt, vous voyez qu'il a chargé, et donc pour lire la cassette, bon, on clique sur play. Je ne sais pas comment ça marche. Ah oui, mais je clique sur play, mais il faut que je mette rune. Là, c'est comme si j'avais appuyé sur la touche play, mais pour lancer, il faut que je tape rune. Non? Je sais plus. Bon. Alors, comment ça marche déjà ça? J'utilise jamais les cassettes, donc c'est embêtant.
mes runes, normalement c'est comme ça, hein. Mes runes entrées, donc mes bêtes commandes. Ah, bon, on va faire tap. La cassette elle est éjectée. Je vais chercher une cassette, bah, mon fichier cassette. Je l'ouvre. Je mets une. Ah oui, peut-être parce que je suis sur un 6128 aussi. Alors attendez. Je mets une. C'est ça. Comme j'étais sur un CPC 6128, le 6128 c'est à disquette. D'accord? Bon. Donc là je mets le 464. J'ai mis ma disquette dedans. Je mets donc play et je lance la disquette. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne, hein. Notre programme fait quoi? Il additionne B dans A et il retourne au basique. Voilà. Vous voyez qu'on a créé également une disquette. Alors je vais par contre essayer sur 6128 en mettant rune. Parce que je ne comprends pas pourquoi, je n'ai pas le droit. Non. Bon, il veut pas que j'ouvre une disquette sur un 6128. Bon, pourquoi, je sais pas. Voilà, donc j'ai éjecté ma cassette. Voilà, donc on a créé une disquette qu'on a pu donc charger dans le 6128 et on a créé une cassette qu'on a chargée comme si qu'on était sur un Amstrad 464. D'accord? Voilà, donc je termine ici donc cette première vidéo, hein, qui est une reprise d'une autre, enfin d'une chaîne que j'avais créée il y a quelques années, qui a été supprimée par YouTube sans que je ne connaisse vraiment la raison, hein. On m'a dit que je ne respectais pas les règles de la chaîne. Bon, moi j'ai pas très bien compris. Alors c'est peut-être parce que je ne sais pas, j'utilisais d'autres sites, je sais pas, je n'ai pas eu l'explication. J'ai envoyé un mail pour demander les raisons, on m'a rappelé, on m'a renvoyé la même réponse en me disant ben vous respectez pas les règles sans m'en dire plus, hein. On aurait pu me dire ben non, vous respectez pas les règles, voici ce que vous avez fait qui sort des règles. Mais comme on m'explique pas, ben je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, hein, c'était une chaîne qui était mise en place qui n'apportait rien comme argent, hein. Le but c'était de partager des connaissances, notamment sur des vieilles machines telles que l'Amstrad, le Spectrum, l'Amiga et d'autres, hein. Donc voilà. Donc si vous appréciez cette première vidéo, hein, qui est celle de l'installation tout simplement des outils, hein, et du test, hein, tout simplement d'un petit programme pour pouvoir tester, hein, que tout est en place, mettez un petit pouce, abonnez-vous, hein. J'aimerais bien retourner aux 600 abonnés que j'avais avant que la chaîne soit supprimée, puisque ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés et des gens qui vous suivent, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou vous réabonner. On va aller beaucoup plus loin dans ce cours, hein, sur la programmation de l'Amstrad, jusqu'à la création d'un petit jeu, puisque je vois sur beaucoup de chaînes YouTube que ça n'existe pas, hein. On n'a pas de création ou très peu de cours comme ça. On vous explique pas à pas, en français, hein, bien évidemment, la création d'un jeu sur Amstrad CPC. Voilà, voilà. Allez, je vous dis une bonne journée
Et à la semaine prochaine ou un peu plus tard, qu'importe, je ferai des vidéos un peu moins souvent qu'avant, puisque bon, si c'est pour qu'on me supprime mes vidéos. Alors je mettrai peut-être également la vidéo sur Twitch, hein, ouais c'est Twitch, hein, c'est Twitch, voilà. Je n'avais pas pensé à enregistrer mes vidéos en ne pensant pas qu'on allait tout me supprimer. Bon ben voilà, c'est tout, hein. Voilà, voilà. Donc je vous dis, passez une bonne soirée, une bonne fin de journée et donc à la prochaine. Au revoir.